Bonjour, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci de nous suivre comme chaque lundi. Alors aujourd'hui, il est connu sous le nom de l'arme de l'Himalaya. Le shilajit est une substance qu'on retrouve à l'intérieur d'une roche et qui se compose de manière organique et minérale. Alors la particularité de cette substance, c'est qu'elle n'a jamais été sujette à la pollution. Cela est dû au fait simplement qu'elle est enfouie pendant des années à l'intérieur d'une roche. Alors, à quoi une telle substance pourrait-elle nous aider? C'est ce que nous allons voir ce soir avec Amine. Alors, bonsoir Amine. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de la composition du shilajit? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. La shilajit est une résine noire, comme tu l'as un peu expliqué. Donc, c'est une résine noire qui provient du sol en réalité. En quelque sorte, en termes de composition, on a plus de 80% jusqu'à 85%, voire parfois plus en fonction des endroits, des sols, etc., d'où ça provient. Donc, on a ce qu'on appelle le humus. Le humus, c'est une partie du sol, c'est en quelque sorte la partie superficielle du sol qui a subi ce processus qu'on appelle l'humification, qui correspond en réalité à la transformation de la matière organique. La shilajit, en quelque sorte, si vous voulez, ça correspond à peu près 80% ou un peu plus d'humus. L'humus, comme je disais, c'est cette partie du sol superficielle qui contient de la matière organique, une matière organique stabilisée en réalité. Mhm. L'humification, c'est le processus qui permet de transformer de la matière organique fraîche, donc en gros des végétaux, on va dire, voire même des insectes, des choses qu'on trouve dans le sol, en matière organique plus stable, on va dire, et plus humidifiée. Et donc, on trouve tout ça dans le humus. Et puis, le humus lui-même, quand il est riche en ces matières organiques, principalement, comme je disais, végétales, mais aussi ça pourrait être d'origine animale, ça pourrait être des champignons, ça pourrait être euh, des végétaux, etc. Donc, cette émulsification, en fait, de tout ça, va former une sorte de résine noire qu'on appelle la shilajite en réalité. Et donc, on obtient ça euh, de, de l'Asie, en gros. Ce qui est le plus connu, c'est le shilajit de l'Himalaya, mais on obtient ça aussi d'autres endroits aussi, des montagnes principalement. Mhm. Et donc, au niveau de la composition chimique, on a principalement, donc, ce qui est le plus connu par rapport à la shilajite, c'est les acides humiques et fulviques. Ces deux-là sont les plus étudiés, on va dire, quand on regarde sur les bases de données scientifiques, on se rend compte qu'en fait, une bonne partie des effets, si ce n'est pas la totalité des effets de la shilajite, sont Mhm. dus justement à ces fameux acides fulviques et humiques. Par contre, on a aussi d'autres acides aussi et d'autres substances, dont des phénols, par exemple, des acides aminés, des coumarines ou des benzocoumarines, des terpènes, des stérols, de la résine tout simplement, certains, comme je disais, polyphénols comme l'acide élagique, etc., acide hippurique et ainsi de suite. Donc, il y a tout un tas de composants chimiques qui Mhm. sont connus. Les plus connus, c'est les acides aminés, les polyphénols et les terpènes, qui peuvent aussi participer à l'effet de la shilajite, mais très secondairement, vu la quantité moindre, si on compare maintenant avec l'acide fulvique et humique, qui, eux, peuvent constituer jusqu'à 60-65% à peu près de la totalité de la shilajite. C'est l'acide fulvique principalement et aussi l'acide humique qui donne ces effets bénéfiques, on va dire, et les effets métaboliques de la shilajite. Justement, les effets métaboliques, est-ce que tu peux nous en parler? Alors bien sûr, donc les effets métaboliques, il y a des effets métaboliques classiques comme Mhm. l'effet antioxydant, l'effet anti-inflammatoire, d'autres effets qui sont un peu plus spécifiques à la shilajite.
des effets antihistaminiques, par exemple, d'où l'utilisation, en tout cas la recommandation de la shilajit dans certains cas d'allergie, par exemple. Un éventuel effet aussi diurétique. Alors, l'effet ici diurétique est dû au fait que, comme tu le disais au tout début de cette présentation, au fait que la shilajit se compose en fait d'une partie minérale. Donc, quand on dit le humus, ça contient la substance organique, mais ça contient aussi beaucoup de minéraux puisqu'on est sur du sol en réalité. Donc, ça contient du minéral et de l'organique. Et donc, dans ce minéral, on trouve tout un tas de minéraux, de sels minéraux qu'on trouve classiquement dans les sols et qu'utilisent les plantes pour, pour produire leur matière organique. Et donc, cette concentration en fait en sels minéraux et en métaux, etc., fait que ça déclenche souvent une vague d'élimination. Et une vague d'élimination principalement rénale, puisque en fait, toutes ces substances-là, minérales, organiques, minérales plutôt et inorganiques, s'éliminent par les reins principalement. Et donc, d'où cet effet éventuellement diurétique. Et qu'on peut aussi coupler à un effet pour lequel la chiagite est bien connue, un effet qui est un peu moins étudié, on trouve moins de données là-dessus, mais pour lequel il est bien connu, on teste la shilajit empiriquement et ça fonctionne, donc l'effet chélateur en réalité. Pas de la totalité des métaux toxiques ou métaux lourds, mais une partie des métaux lourds, métaux toxiques, comme le plomb par exemple, peut être donc évoqué dans ce sens. Et il y a aussi, donc à côté de cet effet chélateur, on a aussi un effet de complexation, donc un effet de liaison moléculaire avec d'autres substances qui peuvent être toxiques, des nanoparticules par exemple, des nanomatériaux. Je pense par exemple, mais pas que, au graphène, l'oxyde de graphène par exemple. Donc les intoxications au graphène, surtout les intoxications industrielles, peuvent être à ce moment-là améliorées par la shilajit. Ce n'est pas maintenant des études cliniques là-dessus, mais il y a plein d'études sur des études in vitro certainement, principalement, qui montrent bien que la shilajit se complexifie, la shilajit, c'est-à-dire principalement l'acide fulvique et l'acide humique, se complexifie avec l'oxyde de graphène pour le rendre moins toxique. Et donc ça, c'est, on va dire, un des mécanismes de complexation avec des substances toxiques, mais on peut en citer d'autres exemples. Alors, il y a quoi d'autre aussi au niveau, surtout au niveau également mitochondrial. Donc, la shilajit, surtout l'acide fulvique, est bien connu pour améliorer le fonctionnement des mitochondries, certainement grâce à une meilleure pénétration au niveau des mitochondries et donc grâce à son effet anti-inflammatoire et antioxydant. Ça peut aider également à améliorer la fonction mitochondriale. C'est ce qui est remarqué par des études chez l'animal, des études in vitro et quelques études cliniques également sur la fatigue, par exemple. Et puis, compte tenu donc de tous ces effets métaboliques, on peut aussi parler d'un effet anti-âge également. Un effet anti-âge parce qu'il y a quelques études là qui montrent que ça agit bénéfiquement sur des voies anti-âge aussi, anti-vieillissement. On peut aussi parler apparemment également d'un effet antimicrobien, bien que ce n'est pas très clair et ce n'est pas bien déterminé, mais il y a apparemment éventuellement un effet antimicrobien, antiviral notamment. Donc, à voir aussi, ça nécessite d'autres études également. Donc, on peut voir ça peut-être dans les années à venir, peut-être qu'il y aura des choses dans ce sens. Et puis, dans ce même domaine, donc dans tout ce qui est application potentielle, mais pas encore confirmée de la shilajit, un éventuel effet anticancérogène également. C'est des études in vitro, en gros, globalement, qui peuvent montrer cela, mais bon, ça ne montre pas grand-chose en réalité. Il faut plus d'études là-dessus pour voir plus clair sur les voies
moléculaires, etc., qui peuvent être impliqués ou qui peuvent impliquer l'acide humique et l'acide fulvique ou d'autres composants peut-être de la shilajit également. Et également quelque chose que j'ai oublié tout à l'heure, donc quand j'avais parlé de cet éventuel effet antimicrobien. Donc, en parallèle de ça, donc, en gros, une amélioration de la configuration du microbiote. Et c'est en fait à partir de ces constatations in vitro sur des souches bactériennes ou microbiennes qu'on trouve dans notre microbiote, dans notre propre microbiote, qu'on a imaginé un éventuel effet antimicrobien qui probablement n'est pas réellement un effet antimicrobien, mais plutôt un effet régulateur en fait de la configuration du microbiote, où on peut parler d'un effet bactériostatique de l'acide humique et de l'acide fulvique également. Et puis bon, il y a tout un tas d'autres effets également. On va s'arrêter là parce qu'il y en a plein. Oui, alors justement, est-ce que tu peux nous parler des différentes utilisations? Quand est-ce qu'on va le prendre? Pour quelles raisons? Oui, alors au niveau des utilisations, Mhm, c'est en quelque sorte des applications par rapport à ce qu'on a vu sur les effets métaboliques, mais il y a une application très intéressante par rapport à la mémoire mhm, et donc par rapport à tout ce qui est prévention de la démence et de l'Alzheimer, etc. Il y a une protéine qu'on appelle tau-protéine, TAU. La tau-protéine, c'est une des protéines qui est impliquée dans l'apparition des plaques, ce qu'on appelle les plaques bêta-amyloïdes, qui interviennent donc dans ce syndrome d'Alzheimer. Donc, la shilajit et surtout donc l'acide, cette fois c'est l'acide fulvique qui prévient l'accumulation de ces protéines-là, et donc ce qui a un effet protecteur ou neuroprotecteur, et ce qui probablement améliore aussi la mémoire également. Ça, c'est pas très clair encore quant à la mémoire, mais en tout cas dans le sens d'une dégénérescence des centres nerveux responsables de la mémoire. Donc là, avec la shilajit, on peut avoir un effet intéressant. mhm. Euh, Autre chose aussi qui est en rapport avec ce que j'expliquais avant sur la fatigue, par exemple. Donc, on a quelques études précliniques chez l'animal uniquement, pas chez l'homme, mais chez l'animal, qui montrent bien que la shilajit pourrait être intéressante dans les syndromes de fatigue chronique. Et dans le même sens, puisqu'on parle ici de forme physique, etc., la shilajit, apparemment, étude clinique à l'appui, à 500 mg par jour, si je me souviens bien, améliore ou augmente les taux de testostérone. Chez les hommes, c'est une étude qui a été faite chez les hommes. Et donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et on trouve comme ça d'autres applications intéressantes de la shilajit qui sont appuyées soit par des études cliniques, soit par des études précliniques, c'est-à-dire des études chez l'animal. Comme par exemple l'augmentation du taux de fer. Mhm. Dans une étude aussi préclinique chez des rats également, on a constaté une augmentation du taux de fer chez des modèles animaux qui souffraient d'anémie ferriprive. Dans le même sens aussi, par rapport à la testostérone, augmentation de la testostérone, apparemment aussi chez l'homme, on a une amélioration de la qualité du sperme. Donc, Mhm. le décompte des spermatozoïdes, la motilité des spermatozoïdes, apparemment, est améliorée par la shilajit. Et ici également, on a, si je me souviens bien, une étude clinique là-dessus. Et puis également, ce qu'on disait depuis tout à l'heure sur l'effet chélateur et l'effet protecteur Mhm. de la shilajit, notamment de l'acide fulvique, sur l'intoxication aux métaux lourds et principalement le plomb. Donc, dans les cas de plombémie, la shilajit pourrait aider, je ne dis pas que c'est la seule solution, mais ça pourrait aider à améliorer et à se débarrasser de l'excès de plomb dans le cas d'intoxication au plomb. Aussi dans des cas d'infection, mais surtout des infections respiratoires, des infections des voies respiratoires.
aussi effet cardioprotecteur, effet aussi sur l'hypercholestérolémie. Donc, on a des études cliniques et précliniques qui montrent bien que l'acide fulvique et l'acide humique diminuent à la fois le LDL et augmentent le HDL. Mhm. Et donc, ça, c'est ce qui est, on va dire, de ce que sont les applications les plus documentées dans la littérature scientifique. Reste juste une application pour laquelle la shilajit est bien connue depuis longtemps, c'est le mal des hauteurs, on va dire. Des, donc, on ne sait pas exactement comment que ça améliore cette problématique, mais c'est bien connu depuis longtemps. Bon, c'est documenté par quelques études, mais empiriquement parlant, ça fonctionne très bien et c'est bien documenté depuis un certain temps et utilisé depuis le début, en fait, depuis que l'être humain a connaissance donc de cette shilajit, que ça améliore le mal des hauteurs chez les personnes qui sont susceptibles d'avoir cette problématique-là et qui sont très nombreuses aussi. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler aussi des précautions d'usage? Parce que je suppose que comme pour beaucoup de compléments, il y a des précautions. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, alors, contrairement à ce que tu disais au tout début, Mhm. tu disais la shilajit est, on va dire, exempte de pollution. Mhm. Alors, c'est vrai et faux en même temps. Bah, exemple de pollution, c'est vrai dans le sens où euh, donc c'est pas pollué par les polluants classiques qu'on a, les perturbateurs endocriniens, les pesticides, les dérivés de plastique, les déchets polycycliques aromatiques, etc. Mhm. Mais par contre, on peut trouver dans de la shilajit non purifiée, c'est-à-dire brute, comme ça, on peut trouver des quantités très importantes de métaux lourds et de métaux toxiques, Mhm. du plomb, de l'arsenic, du mercure, etc. On peut trouver aussi des mycotoxines, des toxines de champignons qui peuvent être aussi très dangereux et tout un tas d'autres composés qui sont naturels mais qui sont toxiques pour l'humain. Donc ça, c'est pour la shilajit non purifiée. C'est pour ça qu'il faut Mhm. prendre tout simplement de la shilajit purifiée et celle qu'on peut trouver par exemple sous forme de complément alimentaire est en Mhm. général euh, bah, testé, analysé, etc. Et puis voilà. Donc ça c'est, on peut dire que c'est de la shilajit de bonne qualité, plus ou moins, Mhm. par rapport à la shilajit brute. Donc ça, il faut éviter de prendre de la shilajit brute ou de la shilajit qui n'est pas, on va dire, bien dosée, bien titrée en principe actif et vendue sous forme de complément alimentaire. Dans le même sens aussi, concernant les éventuels effets secondaires, les effets secondaires qui peuvent être dus soit à la prise de doses très élevées de shilajit, soit à la prise tout simplement de shilajit, comme j'ai dit, de mauvaise qualité. Euh, En général, la shilajit est assez sécuritaire, mais on peut voir parfois des maux de tête, des diarrhées, des mal de gorge aussi, euh, qui est donc parfois aussi des ballonnements, des gaz, etc. Donc ça, c'est classique pour des shilajit de mauvaise qualité, on va dire, ou non purifiés, ou alors aussi pour une prise sur le long terme avec des doses très élevées de shilajit. Donc ça, il faut éviter, il faut rester sur des dosages classiques qui vont de 500 mg jusqu'à quelques grammes, ce qu'on trouve dans les différentes études en général. Euh, quoi d'autre? Donc, au niveau des précautions d'usage, oui, on pourrait parler par exemple des contre-indications. Mhm. Au niveau des contre-indications, bah, il y a les contre-indications classiques, donc grossesse, allaitement. Euh, Comme ça peut avoir un effet stimulant sur le système immunitaire, donc dans le cas de maladies auto-immunes, vaut mieux s'abstenir ou alors il faudrait vraiment
en prendre, mais avec grande précaution et prendre l'avis de son médecin. Euh, on peut aussi, au niveau des contre-indications, parler également de donc tout ce qui est, il y a toute une gamme en fait de maladies du sang dans laquelle il faudrait éviter de prendre la shilajit. Donc la thalassémie par exemple, l'hémochromatose par exemple, la drépanocytose. Dans ces maladies-là, en général, il faudrait éviter de prendre la shilajit ou alors si on prend sur avis médical et avec précaution, sous surveillance, etc. Il y a aussi une maladie qui n'est pas très répandue, du moins pas en Europe. Donc, on a une maladie qu'on appelle la maladie de Keschin-Buck, qui est une maladie qui concerne en réalité un défaut de croissance des os et du cartilage. En fait, c'est une ostéochondrodysplasie qui apparaît chez des personnes qui souffrent de malnutrition et spécialement qui souffrent entre autres, de carences en sélénium. Donc, dans ces cas-là, il faudrait aussi éviter de prendre la shilajit, mais je pense que ça, c'est assez rare en général de tomber sur ces choses-là, surtout en Europe. Mais sinon, globalement, ce sont les contre-indications qui sont les plus connues. Reste toujours, ce qui serait bien, c'est de se faire conseiller par un médecin ou un thérapeute formé qui s'y connaît bien sur ces choses-là et qui peut conseiller de façon plus adaptée les patients parce que c'est très, très vaste et très varié et surtout en rapport avec des interactions éventuellement médicamenteuses. Donc, on pourrait avoir par exemple des interactions avec plusieurs anticoagulants. Donc là, il faut faire attention. Des immunosuppresseurs aussi. C'est pour ça qu'on disait, entre autres, qu'il faudrait éviter dans des cas de maladies auto-immunes, parce que dans les cas de maladies auto-immunes, comme vous le savez, donc souvent les patients prennent des immunosuppresseurs, et donc là, ça pourrait interagir avec les immunosuppresseurs aussi. Et dans les cas également, apparemment, c'est pas bien confirmé et c'est pas bien clair, dans les cas aussi de patients qui prennent des traitements thyroïdiens également, donc à base d'hormones thyroïdiennes aussi. Faudrait surveiller. Donc ça, c'est, on va dire, une interaction qui est moindre que les deux autres, mais à prendre avec précaution et se faire conseiller, comme j'ai dit, par son médecin. Oui, d'accord. Alors, je regarde au niveau des questions, il n'y a pas énormément de questions. Moi, j'en avais juste une, hein. Tout à l'heure, tu nous disais que ça pouvait faire monter le fer. Et de fait, du coup, quelqu'un qui aurait trop de fer, tu déconseilles d'en prendre alors? Oui, c'est dans ce que je disais dans les contre-indications, Mhm. dans le cas d'hémochromatose, Ouais. où là, on a un excès de fer très important, où il y a plein de choses qui sont pas recommandées, hein. Bon, voilà, on commence déjà par le fer, qu'il faut pas prendre, et puis la vitamine C, et puis il y a tout un tas de choses, et Ouais, puis la ouais, ouais. shilajit aussi serait pas très, très adapté. Par contre, ce qui pourrait paraître contradictoire dans ce que je disais sur, par exemple, certaines contre-indications, comme la thalassémie, par exemple, ou la drépanocytose. Ça, c'est connu comme des anémies aussi, des types Mhm. d'anémies, mais qui sont très particulières. Thalassémie, c'est d'origine génétique et la drépanocytose aussi. Et en général, on les trouve, on trouve leur prévalence très élevée en général chez les personnes originaires de l'Afrique du Nord, souvent. Donc là, il faudrait éviter la shilajit pour justement, pas parce que ça augmenterait le taux de fer en réalité, mais pour d'autres raisons qui ne sont pas encore bien définies Mhm. et très claires sur ce sujet-là. Mais par exemple, pour la drépanocytose, ça pourrait aggraver la situation vu qu'on a des globules rouges qui sont falciformes ou un peu, on va dire, déformés. Le fait de stimuler la production de globules rouges, parce que c'est ça qu'on peut obtenir par la Mhm. shilajit, entre autres par le fer, mais pas que, ça fait qu'on obtient plus de globules rouges de falciformes de mauvaise qualité et ça peut aggraver la situation, ça peut augmenter le risque cardiovasculaire aussi.
Donc, bon, ça, c'est des choses à savoir. Et comme je disais, il faudrait bien se renseigner et, on va dire, se faire conseiller. Ok, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vois que je n'ai pas de questions, c'est que tout a été clair certainement pour tout le monde. Merci beaucoup. Donc nous, on se retrouve lundi prochain, comme chaque lundi en fait, à 18h. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée, une bonne semaine, une très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Salut Amine. Salut Cédric et à la prochaine. Merci.